Enfin... Qu'est-ce qui se passe? Ce thème, créer et transmettre, ça me donne un peu l'impression d'être l'histoire de la poule et de l'œuf. Tu veux savoir lequel de la poule ou de l'œuf est arrivé en premier, c'est ça? Ça me paraît évident. Pour lui, c'est évident. Et peut-on savoir quels sont les arguments de monsieur? C'est la poule, tout simplement. Pas de poule, pas d'œuf. Bon, l'inverse est vrai aussi. Eh oui, revenons au thème. Créer et transmettre, c'est un thème très sérieux. Je dirais même plus, c'est vertigineux. Bon, vous ne m'aidez pas beaucoup là, hein. Ce que je veux savoir, c'est si c'est parce qu'on m'a transmis que je peux créer. Ben, c'est peut-être l'inverse. C'est peut-être parce qu'il y a déjà une création qu'on peut transmettre. D'ailleurs, est-ce que sans création préalable, je peux quand même créer? C'est une vraie question. En effet, c'est bien vu. Et si on ne m'a rien transmis, est-il possible que je transmette quelque chose quand même? On peut même se poser la question à l'échelle de l'humanité. On est tous issus d'une cellule unique qui s'est divisée, multipliée, transmise. Tout ça pour aboutir à une sorte de perfection. Moi. Nous, vous voulez dire. Quid du Big Bang? J'ai tendance à penser qu'on ne crée rien ex nihilo. Tout de suite les grands mots. Vous voulez dire qu'on ne peut rien créer à partir de rien? Ça me paraît compliqué. Et pourtant, d'aucuns s'accordent à dire qu'avant le Big Bang, il n'y avait rien. Peut-être y avait-il quelque chose. J'ai bien une piste transcendantale. Comment pouvez-vous expliquer l'émergence simultanée de ces idées qui semblent parfaitement nouvelles, qu'on appelle la noosphère, bravo, et qui surgissent dans des régions diamétralement opposées les unes des autres? C'est quand même très mystérieux. Oui, ça l'est. C'est probablement une manifestation de ce que l'on appelle l'intelligence collective. Une intelligence sans laquelle vous n'iriez pas très loin, mon cher. Créer et transmettre, c'est vital pour la famille humaine tout entière, sans aucun doute. C'est s'inscrire dans un esprit d'équipe par rapport à l'humanité. On croirait entendre Didier Deschamps. Messieurs, je vous en prie, un peu de tenue pour les générations qui nous regardent. Le courant pour une écologie humaine, c'est beaucoup fondé sur la rencontre entre des personnes, à commencer par les vieux co-initiateurs. Et cette rencontre atteste quelque chose qui a trait avec notre thème de l'année, parce qu'à chaque fois que nous nous sommes rencontrés, à chaque fois que nous nous rencontrons, émane de nos rencontres bilatérales ou trilatérales, une création d'idées nouvelles grâce à ce que nous partageons. Et là, je voudrais développer un tout petit peu la conscience que j'ai et que nous pouvons avoir ensemble, que nous pouvons travailler, que je dois travailler aussi, de ne pas être un individu autonome, une sorte de créateur hors sol, la façon dont peut-être le romantisme l'a imaginé, d'un poète tout seul qui du fond de son tombeau envoie des vers à je ne sais qui, aux dieux, mais de nous accueillir comme vraiment héritiers de la famille humaine pour transmettre tout ce que nous créons à l'entièreté de la famille humaine. Alors peut-être que je commencerai par l'allégorie de l'éponge. Nous sommes des éponges, nous naissons éponges. On dit souvent ça d'un petit enfant qui se nourrit des émotions qu'il y a autour de lui, du visage de ses parents, qui pleure déjà dans la langue maternelle. Il ne s'est pas fait tout seul et il ne cesse de se recevoir. Et il lui est transmis progressivement cette culture et déjà cette musique, ces traditions, ces rites auxquels il va pouvoir contribuer. Nous sommes, deuxième allégorie, membres d'un corps. Et moi j'aime bien la fable de La Fontaine, vous connaissez peut-être, où l'estomac, tensé par les membres apparemment plus actifs, bras et jambes, pour ne rien faire que de profiter de la vie, décide de leur couper les vivres et quelque temps après, les bras et les jambes se découvrent soudain impuissants à avancer parce qu'ils découvrent que l'estomac leur a envoyé l'énergie. Voilà, du temps de La Fontaine, c'était déjà connu, la médecine d'aujourd'hui le connaît plus encore, mais cette allégorie du corps nous permet aussi de nous situer nous-mêmes peut-être dans un état de dépendance et notamment sur des questions liées à la création. C'est-à-dire, si je suis artiste, mais si je suis aussi créateur d'une pensée, d'un projet, d'une organisation, ai-je conscience d'à quel point que n'as-tu que tu n'as reçu? À quel point je suis héritier de ceux qui m'ont précédé. Alors quand on regarde les grandes inventions, on s'aperçoit de ça. On aime bien personnaliser et dire qu'un tel a inventé ceci, un tel cela. Mais bien souvent, des grands courants artistiques, de découvertes, de pensée, eh bien, si l'histoire retient quelques grands noms, la véritable histoire est celle du flair du peuple, de la façon dont de nombreuses personnes ont en même temps réfléchi à des choses et par des échanges mystérieux, peut-être presque des ondes par capillarité, par rebonds successifs, se sont tracés un chemin. Alors, une façon de nous accepter comme pleinement participants à l'élan créatif de notre peuple, c'est peut-être de voir à quel point nous suivons la mode. Alors, je ne vous montre pas mes chaussures, mais elles sont à la mode.
Et bien souvent, j'entends des gens qui tensent la mode comme étant consuméristes, etc. Mais alors, pourquoi que ne portent-ils pas des perruques poudrées? Que ne vont-ils pas à l'eau avec les maillots de bain de leurs arrière-grands-parents, tricotés jusqu'aux pieds? Non, en fait, nous suivons la mode. Et peut-être que nous pouvons même découvrir que nous y participons. Car quelle joie de voir quelqu'un qui aime les couleurs de son temps, de ce printemps-là, plus que peut-être de celui du printemps passé, parce qu'il y a entre les êtres humains des ondes de capillarité qui nous font sans cesse redécouvrir ce qui est beau, ce qui est bien, ce qui est bon, en le réinventant. Les générations se suivent et ne se ressemblent pas. Et donc nous sommes sur une sorte de ligne de crête, de créativité, pour conduire le monde sur de nouveaux chemins. Nos ancêtres nous ont conduits jusqu'ici, et à nous de conduire l'humanité par d'autres chemins, en créant, en inventant, en se réinventant. On a tendance, dans un individualisme intégral qui marque notre société, selon les dires de Pierre-Yves Gomez aussi, à peut-être se concevoir comme un individu autonome, libre, hors sol. Et peut-être devrions-nous comprendre à quel point les émotions collectives aussi nous habitent et méritent de nous habiter. Des compassions collectives, des peurs collectives, bien sûr en se gardant de tous les phénomènes que nous connaissons, peut-être en les repérant, le fameux phénomène de bouc émissaire pour s'acharner sur tel, ou des phénomènes de moutons de panurge qui se jettent dans le ravin tous ensemble. Mais au-delà de ce qu'il y a de délétère dans les émotions collectives, ça serait peut-être bien de faire une cartographie, de dire qu'est-ce qui m'influence dans tout ce qui a été créé autour de moi? Qu'est-ce qui influence ma propre capacité de créer, d'inventer, de construire? Et on verra que nous sommes tellement dépendants les uns des autres. Pas seulement vitalement pour boire un verre d'eau fraîche, mais aussi dépendants pour les idées que nous portons et qui parfois émergent à différents endroits. Le courant de la bienveillance, par exemple, toute cette réflexion autour de la bienveillance, autour de la vulnérabilité, il émerge de part et d'autre. Et ce n'est pas pour rien qu'on s'est appelé courant pour une écologie humaine, car les courants se mélangent et chaque couleur donne sa tonalité à l'eau du courant. La création, c'est un mélange de pas mal d'éléments qui prennent de la place dans le temps. Il peut y avoir eu des enseignements, il peut y avoir eu de l'observation, de forme, de lumière, d'espace, de couleur, de matière, de profondeur, de rien du tout, de mini petites choses, le sable, je sais pas, des petites choses totalement anodines, une lumière sur un morceau de plastique ou alors des choses beaucoup plus somptueuses comme l'altération des ors d'un endroit ancien, voilà. Et tout ça fait qu'on va avoir une couleur en tête, je prends l'exemple d'une couleur, et que à son prochain tableau, on voudra utiliser cette couleur. Et puis on regardera comment tel ou tel artiste a travaillé cette couleur. Si je prends l'exemple du jaune, par exemple, on peut regarder ce qu'a fait Albers, un grand théoricien de la couleur qui était professeur au Bauhaus, qui a dû émigrer aux États-Unis dans les années 30. Après, il a enseigné au Mountain College dans l'Est des États-Unis et il a travaillé sur toutes les couleurs, mais en particulier sur les jaunes, parce que c'est vrai que c'est une couleur fascinante dans la mesure où c'est couleur de la lumière. Et qui, voilà. Alors après, on va se retrouver devant sa toile, confronté par exemple à un sujet d'expo, et on va dire je vais travailler le jaune comme Albers, mais ça marche en fait jamais. Il faut trouver en soi-même sa propre écriture. Et c'est à la fois bien et à la fois, comment dire, très angoissant, parce qu'il faut chercher à l'intérieur de soi comment résoudre cette question. Je prends l'exemple du jaune par exemple. On a une responsabilité par rapport à sa construction propre, je pense. Et on ne sera donné de ce qu'on est que si la construction se fait avec un équilibre, avec la responsabilité, c'est quand même aller jusqu'au bout de la raison qui fait qu'on est sur Terre, quoi. Enfin, je sais pas. J'enseigne l'art plastique dans un collège. Et un professeur d'art plastique a autant de classes que d'heures. C'est-à-dire que moi j'ai 18 heures de cours. Alors on va passer sur le fait qu'on travaille évidemment le double, donc vous faites les calculs. Mais surtout, ça fait 635 élèves par an, renouvelables par 40% chaque année. Donc en fait, on a une énorme responsabilité. Ces enfants-là, je ne considère pas que nous ayons tellement d'impact sur eux maintenant,
mais sur les pères et mères de famille qu'ils vont devenir. C'est-à-dire qu'on doit leur transmettre des fondamentaux, les fondamentaux que connaît l'artiste et qu'il doit transmettre évidemment avec tout ce travail de vulgarisation qui est absolument passionnant au sens le plus noble du terme vulgarisation, c'est-à-dire de rendre compréhensible et surtout retenable. C'est ça, les élèves doivent retenir et apprendre certaines choses. On leur confie finalement l'esthétique du monde de demain. C'est peut-être un peu exagéré de dire ça, mais dans une ville moyenne, il y a 10 profs d'art plastique. Ils ont quand même une énorme responsabilité. À partir du moment où les enfants sont élevés à faire la différence entre ce qui est beau et ce qui ne l'est pas, eh ben, ça va les conduire à les tendre à peut-être un espoir fou, mais à d'autres domaines de la vie. Il y a ce qui est beau et ce qui ne l'est pas. Et dans les arts plastiques, on identifie aussi les élèves créatifs. Et la créativité n'est pas du tout une propension forcément à être artiste. C'est souvent, moi je l'ai remarqué, alors c'est un petit peu, ça paraît pompeux à dire, mais c'est souvent une preuve d'intelligence. C'est-à-dire que dans un système ultra scolaire, ultra normé, qui est le collège, où on fait quand même un travail de masse, il faut dire ce qui est, certains arrivent à s'en échapper ou à optimiser la consigne pour aller encore plus loin et aller jusqu'au bout de leur idée. Et ça, c'est vraiment le symptôme d'une intelligence, d'une forme d'intelligence développée. Bonsoir, alors nous voilà réunis pour une nouvelle soirée Créer et transmettre. Et je suis obligé déjà de commencer en m'excusant de n'avoir pas été avec vous pour la dernière séance. J'étais au Chili et je suis allé découvrir cette terre chilienne qui est une très longue bande de 4000 kilomètres qui se trouve coincée entre l'océan Pacifique et la cordillère des Andes, où il y a des espaces absolument magnifiques, où j'ai fait plusieurs découvertes, et j'en ramène 2 particulièrement pour vous, qui me semblent susceptibles de nous éclairer pour cette soirée de réflexion sur créer et transmettre. Alors la première, au fond, c'est une plante. Alors cette plante, elle s'appelle Azorella compacta. Les Chiliens, les Indiens chiliens, les appellent aussi Yareta. Alors là voilà, cette plante, elle est assez spéciale. C'est comme une espèce d'énorme coussin qui se déploie et qui a la particularité d'être très très vieille. Figurez-vous que cette plante peut avoir jusqu'à 4 ou 5 000 années de durée de vie. Et elle se déploie, et contrairement aux apparences, parce que là on a l'impression que c'est une sorte de mousse qui serait sur des rochers, et bien pas du tout, non, c'est comme un espèce de gros coussin. À l'intérieur il y a une partie qui est beaucoup plus boisée, on va dire, qui est dure. Quand on la touche, elle est dure, ça s'enfonce pas du tout, et elle arrive à vivre très doucement, parce qu'elle pousse à peu près d'1 centimètre par an. Elle peut couvrir une surface de 30 mètres carrés. Elle peut monter jusqu'à 1,50 m, 1,80 m. Mais elle pousse extrêmement doucement. Et donc, l'intérieur est comme une sorte de tourbe, on va dire, très 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 dense. En fait, c'est presque, d'ailleurs, certains Indiens l'utilisent comme matériau de chauffage. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle a failli disparaître et que maintenant, elle est protégée, heureusement, et elle peut se développer. Elle peut être amenée à rencontrer, par exemple, des obstacles comme un rocher, ben, elle va tourner autour, elle va peut-être passer au-dessus dans certains cas, elle peut aussi passer autour d'une plante, comme on le voit ici. Et puis de temps en temps, tiens c'est curieux, elle se nécrose, vous voyez, c'est-à-dire que on s'aperçoit ici qu'elle s'arrête, ça devient tout noir, et en fait, elle s'arrête d'une certaine manière. Alors, ce qui est intéressant, c'est de prendre conscience que cette plante est en fait une colonie de plantes. C'est-à-dire, c'est pas une seule plante, c'est une sorte de processus, un peu comme un corail d'ailleurs, qui se renouvelle en permanence et qui vient pousser sur les générations précédentes. Moi, je vois dans cette plante une métaphore d'humanité, c'est-à-dire qu'en réalité, ça nous permet de prendre conscience de cette dimension collective qui est complémentaire de cette dimension personnelle et qui fait que, effectivement, progressivement, nous sommes amenés à prendre notre place, nous arrivons au fond à un certain moment dans l'histoire, dans ce développement de l'humanité, et puis nous nous retirons, et puis d'autres viennent prendre la place. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que, vous voyez, on voit ces petites plantes, elles fleurissent. Et c'est très important qu'elles fleurissent, parce que c'est ça qui va donner
la suite. Donc, pour moi, j'assimile ce fleurissement à une forme de création. C'est-à-dire, c'est du nouveau qui apparaît. C'est des nouveaux êtres qui vont venir prendre leur place dans une chaîne intergénérationnelle. Mais c'est aussi des nouvelles idées. C'est aussi, comme on l'a vu dans de précédentes séances, ce qui vient de l'inattendu, comme par exemple le jazz, qui est produit par la pluralité d'une rencontre entre des choses qui ne devraient pas nécessairement se rencontrer. Donc, cet individu qui arrive dans le développement de cette colonie, au fond, il a à faire vivre, il reçoit d'une certaine manière la vie, mais il va la régénérer, et au fond c'est un peu ce qui se passe avec chacun d'entre nous lorsque nous faisons un héritage. Ça peut être un héritage culturel ou même un héritage d'une maison ou de quelque chose que nous recevons du passé. Nous avons à faire une actualisation du sens, nous avons à le remettre dans le sens par rapport à un environnement qui est nôtre aujourd'hui. Nous reconstruisons quelque chose de nouveau, nous créons d'une certaine manière. Voilà. Donc ça c'est une image, je crois, intéressante, et nous voyons que la transmission ici est faite d'une chaîne, au fond, qui ne s'interrompt pas. Et c'est intéressant de voir que à partir du moment où la plante, par certains moments, devient grise, elle se nécrose, mais elle ne progresse plus. Autrement dit, ce n'est pas seulement les individus qui ne vivent plus, là, c'est que c'est toute la chaîne qui s'arrête. Donc on voit là aussi le caractère absolument essentiel de notre effort, on va dire, de création, de fleurissement et aussi de transmission. Donc dans cette chaîne, nous avons ce souci de la plante d'une manière générale, cette colonie que constitue l'humanité, eh bien nous en sommes les dépositaires, mais ça se joue aussi à notre échelle individuelle. Autre exemple, alors je me déplace de finalement quelques centaines de kilomètres, et là je vais vers une civilisation qui est très très ancienne, qui s'appelle les Chinchorro. Ce sont des Indiens qui vivent là depuis 8000 ans avant Jésus-Christ. Ils sont arrivés par le haut, par le détroit de Bering, et ils font partie de ce petit groupe dont nous avons parlé à plusieurs reprises dans nos soirées, ce petit groupe qui est parti d'Afrique, quelques dizaines de milliers de personnes, de sapiens, et puis ils se sont éparpillés, disséminés, et puis il y a eu un petit coup de gel, et puis ils ont pu passer ce fameux détroit de Bering, et les voilà qui arrivent par l'Amérique du Nord, ils redescendent progressivement en cascade, et j'ai mes Indiens, Chinchorro, qui s'installent sur la bande ouest, qui est tout à fait le nord du Chili. Alors ces gens-là, ce sont des pêcheurs sédentaires, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on découvre aujourd'hui, dans ces déserts, au fond, des nécropoles, qui sont faites de momies, et ces momies sont beaucoup plus anciennes que les momies égyptiennes. Elles sont arrivées presque 2000 ans avant les momies égyptiennes, et voilà un petit peu ce que ça donne. Ce sont des momies qui en font l'objet d'une préparation assez particulière, mais qui font qu'elles se sont conservées de manière tout à fait saisissante jusqu'à maintenant. Elles sont tout simplement posées à l'intérieur, enfin on les recouvre de sable, dans des régions qui sont extrêmement arides, et qui sont sèches et dont les conditions sont très favorables pour la conservation de ces momies. Et donc, vous avez ici un certain nombre qui sont allongés dans le sable, à peu près reconstituant la manière dont on les a trouvées. Alors, ces momies, qu'est-ce que ça veut dire au fond? Pourquoi est-ce que intervient ce travail de momification? Alors là, je vous lis un petit texte que j'ai découvert en visitant, en allant voir un peu ces vestiges. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Au fond, les corps momifiés des Chinchorros sont comme des effigies. Dépourvus de tout organe susceptible de se décomposer, ils conservent leurs os, leur peau, leurs cheveux, dans le but de préserver l'essence de l'individu et son ancestralité dans la communauté. Ces pèlerins du temps intègrent en eux-mêmes une matérialité et une spiritualité inconnues. Ils ont voyagé jusqu'au présent pour former aujourd'hui une partie vitale du patrimoine culturel des peuples qui vivent aujourd'hui au Chili. Donc, ils nous disent, cette exposition n'est pas un échantillon d'êtres morts, mais l'évaluation d'un ancien mode de vie et d'une vision concernant la mort. De cette façon, les momies Chinchorros remplissent leur mission inéluctable d'éternité. Et alors, ce qui est assez étrange aussi, c'est que finalement, quand on regarde dans ces momies, on voit apparaître des toutes petites momies, qui sont des momies d'enfants, de petits-enfants, voire de fœtus.
Et c'est une chose qui a surpris un peu tout le monde. D'ailleurs, on s'interroge. Certaines sont des fœtus, d'autres, il n'y a même pas d'eau dedans. C'est comme si, au fond, des gens qui n'avaient pas pu être momifiés étaient représentés symboliquement par une toute petite image, poupée. Mais voilà ce qu'ils nous disent encore. Ils disent, plus impressionnante encore est la momification faite aux êtres qui ne sont pas encore nés, aux fœtus qui ressemblent à de petites statuettes. Et le plus touchant, le traitement délicat des embryons humains dont les membres n'étaient pas encore formés, mais qui étaient considérés comme des membres en plus des membres de cette communauté. Voilà. Donc on retrouve ici cette dimension collective, et ce qui est tout à fait frappant, c'est qu'on la trouve de manière intergénérationnelle. Alors au fond, quelle leçon allons-nous tirer de tout ça? Eh bien, nous voyons bien une vision globale de l'humanité, à travers ces deux métaphores, dans l'espace et dans le temps, dans lequel ceux qui nous précèdent constituent le soubassement. Le soubassement pour aujourd'hui, ce sont eux qui, par leur création, par tout ce qu'ils ont développé, par tous leurs efforts, par leur créativité, par l'invention de concepts, de techniques, de formes, de dons, d'échanges, de formes organisationnelles et politiques, par leur capacité à relier les éléments du réel à leur de naissance, ont inventé des mondes et nous les ont transmis. Donc, ils portent d'une certaine manière les générations du présent. Et il prépare l'avenir. Mais en même temps, cet avenir, il est dans nos mains, nous qui sommes dans le présent. Chacun a affaire avec la pérennité de l'humanité à travers la création et la transmission qui apparaissent donc d'ores et déjà comme deux nouvelles poutres de l'humanité.